Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du comment vivre ensemble. Le bien vivre en quelque sorte, le vivre ensemble. Comment vivre ensemble agréablement, bien sûr, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Vous aurez remarqué que généralement, je traite toujours à la fois donc de tous les sujets du bien vivre, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. C'est-à-dire que pour moi, le bien vivre au niveau individuel est relié automatiquement au bien vivre collectif. Il y a des interactions. Avant de rentrer dans le sujet plus profondément, je pense qu'il est déjà important de se poser la question, est-ce que l'homme, l'être humain, est-ce qu'il est fondamentalement bon, comme le dit si bien Jean-Jacques Rousseau et d'autres, ou est-ce qu'il est fondamentalement méchant, nocif, destructeur? J'aborde ce sujet dans une autre vidéo, mais là, aujourd'hui bien sûr, je me contenterai de vous dire que il est fondamentalement mauvais dans certaines circonstances et fondamentalement bon dans d'autres. Et qu'en quelque sorte, j'ai la vision que chacun peut avoir donc de l'homme est liée donc à, je dirais, ses croyances en général et sa manière de se comporter dans la vie. Autrement dit, si on pense que l'homme est profondément bon, généralement, finalement, puisqu'il est bon, évidemment, il n'y a même pas besoin de le critiquer ou le condamner, il est bon, voilà, il est parfait, c'est magnifique, il n'y a plus rien à faire. Circuler, il n'y a rien à vivre. Il n'y a rien à discuter. S'il est profondément mauvais de nature, là aussi, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, ni à faire, puisque, autrement dit, il est mauvais, donc, finalement, il n'y a rien à y faire. Bon. Donc, la chose qu'il va falloir arriver à comprendre, c'est que, par son organisation même, l'organisme humain, comme d'ailleurs toutes les espèces vivantes, se sont construites sur des améliorations. Entre autres, l'être humain, tout à fait au niveau fondamental de sa nature, est conçu selon ce qu'on appelle la fonction reptilienne. Et la fonction reptilienne, elle est essentielle pour la survie de la cellule, la survie du reptile, la survie donc de tous les êtres les plus simples, les plus fondamentaux de la vie. C'est ce qu'on appelle finalement la lutte pour la survie, le struggle for life, c'est-à-dire que on ne se préoccupe pas de savoir si finalement ça va être bien, mauvais, on ne va pas se préoccuper de savoir s'il va y avoir destruction. D'ailleurs, la vie, si on regarde bien les choses telles qu'elles sont, elle est faite de destruction. C'est-à-dire qu'on vit, mais en détruisant. On vit en se nourrissant, donc en détruisant autour de nous, qu'on le veuille ou non. Donc, cette histoire de l'homme fondamentalement bon, l'homme fondamentalement mauvais, on voit bien déjà qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question. Donc, au départ, dans les structures les plus fondamentales de l'être humain, il y a cette fonction reptilienne, qui nous aide à survivre d'ailleurs, et qui est là pour permettre donc la survie fondamentale, c'est-à-dire une cicatrisation immédiate sans que nous ayons besoin d'y penser, réparation, donc réflexe permettant donc, je dirais, de dominer, de manger, de s'alimenter, et ainsi de suite. Bon. Évidemment, au cours du temps, la plupart des espèces animales, et entre autres l'être humain, c'est amélioré par une autre fonction qu'on pourrait appeler la fonction limbique,
c'est une fonction qui est répandue en particulier chez les mammifères et qui, elle, est capable donc de nuancer le comportement du reptilien et donc de permettre des programmations plus nuancées. Donc il ne s'agit pas donc de tuer directement ou de détruire pour survivre. Le mammifère, lui, compose, il est plus sociable, il est capable donc de faire des compromis, et donc il est moins réactif et moins reptilien, mais il l'est bien sûr. Et donc il est capable de vivre plus facilement en groupe et en société. Et évidemment, la structure dont dispose l'être humain, dont il ne se sert pas trop jusqu'à ce jour, c'est la fonction conscience de soi, la fonction, on peut dire, du superviseur, en quelque sorte, celui qui est capable, cette fonction qui est capable donc d'analyser les pensées, de réfléchir, et donc d'aller au-delà encore de ce que peut faire le mammifère. Donc, si on s'en tient donc à la fonction reptilienne, on ne peut pas dire que l'être humain est fondamentalement bon, puisque pour sa survie, il est capable de tuer, sans réfléchir, il est capable donc des pires horreurs. Et on a pu le voir et le constater dans l'histoire de l'humanité, l'être humain est capable des pires atrocités. Mais il est capable aussi de choses merveilleuses. Et ça, c'est, on va dire, plutôt le côté mammifère, le côté du cerveau limbique, qui lui est capable de vivre en communauté. Et donc, pour pouvoir vivre en communauté, il est très important donc de mettre en place des règles. Alors bien sûr, les animaux, donc dans le système limbique, il y a donc des règles qui s'établissent en communauté, d'ailleurs c'est une manière automatique. Ce n'est, je dirais, les moutons ou les vaches, ou même je dirais les lions ou les tigres, ne se posent pas de questions de savoir sur ces règles. Ils les appliquent. Mais ces règles leur permettent de vivre en communauté, ne pas s'entre-dévorer, s'entre-détruire facilement. Donc vous voyez déjà qu'il y a déjà du bon chez le mammifère par rapport au reptilien. Et donc, la fonction consciente, la fonction conscience de soi, qui devrait nous permettre d'ailleurs de devenir encore meilleurs, nous donne, à nous, êtres humains, une possibilité de devenir encore plus respectueux de nous-mêmes et des autres. Alors, bien sûr, là-dedans, vous allez me dire, mais Philippe, vous ne parlez pas d'amour, vous ne parlez pas donc de cet élan de cœur vers les autres, etc. Mais c'est inclus. Regardez les animaux, même vos animaux de compagnie. Regardez comme ils sont finalement chaleureux, comme ils sont tendres, comme ils sont câlins. Donc vous avez déjà tout ça chez l'animal. Donc ce n'est pas une propriété, une qualité particulière chez des êtres humains. Donc, et un animal, même je dirais un mouton, si vous le persécutez, si vous le faites souffrir, il est capable d'avoir des réactions violentes, désespérées, mais forcément, et là on voit bien que le reptilien se manifeste à un moment donné. Bon, et c'est ce qui se passe aussi chez l'être humain. Donc vous voyez, donc tout ça, il faut bien comprendre que l'être humain est en mesure d'établir lui-même, d'ailleurs, des règles morales, de comportement, qui sont censées améliorer les relations en société. Alors évidemment, vous allez me dire, mais ces règles sont loin d'être parfaites. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous, elles sont loin d'être parfaites, mais c'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous regardez, donc, je dirais, dans le couple, ou je dirais dans les relations avec vos amis, ou même, par exemple, quand vous êtes au travail, vous vous rendez bien compte qu'il y a, en quelque sorte, des règles qui sont soit absentes, ou qui, en quelque sorte, ne sont pas respectées, ou en tout cas, d'évidence, il y a un manque de morale. Je dirais que beaucoup d'êtres humains, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit dans le couple, se permettent des choses absolument qui sont à l'encontre de la bienveillance, à l'encontre, je dirais, du respect de soi et des autres. Donc, comment déjà vivre
correctement avec les autres, avec ses amis, avec son conjoint, eh bien déjà, je crois que c'est la règle fondamentale, qui pourrait se résumer par la bienveillance. La bienveillance, d'ailleurs, dans certains de mes ouvrages, de mes enseignements, je parle donc de la communication bienveillante, hein, car il y a aussi une manière de se comporter. Il y a toute une méthodologie assez simple, hein, finalement, mais qui permet donc de vivre agréablement, de communiquer correctement avec son conjoint, avec ses amis et avec les autres en général. Donc vous voyez déjà là, cette communication bienveillante, c'est très important d'en avoir un certain nombre de notions. Hein, on verra ça dans une autre vidéo. En tout cas, je dirais, dans les 2 formations que je propose, tout cela est inclus, bien sûr. Mais en ce qui concerne la manière de se comporter, je dirais les règles les plus absolues, si on veut vraiment être, je dirais, en bon terme avec les autres, si on veut avoir des échanges agréables et constructifs, hein, eh bien c'est déjà d'être dans le... Comment ça ? D'éviter d'être dans le mensonge, qu'on le veuille ou non. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas être obligé des fois de ne pas dire certaines choses ou de mentir dans certaines circonstances, ne serait-ce pour nous défendre et pour nous empêcher donc d'être en danger. Hein. Si on vous demande donc le numéro de votre carte bleue, vous n'allez pas le donner, ou alors vous allez mentir si on fait pression, ainsi de suite. Donc on est d'accord. Mais ce qui est grave, c'est quand on se ment à soi-même, quand on se raconte des histoires, quand finalement on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Et quand on n'est pas honnête avec soi-même, on ne peut pas être honnête avec les autres. Quand on se raconte des histoires sur finalement ce qui est vrai ou faux dans notre vie, des choses qui sont justes ou injustes, quand on s'arrange finalement avec les circonstances pour avoir raison, pour se sentir mieux, il est évident que non seulement, quelque part, on croit se mettre en sécurité, mais enfin on se met en danger, mais on met donc automatiquement les autres en danger. Et ça, je dirais, il en découle quelques règles de base. C'est-à-dire que quand vous vous comportez dans la vie de tous les jours, il est très important, donc si vous voulez vraiment être en relation harmonieuse avec les autres, déjà de commencer à donner donc de la bienveillance, donc des sourires, de la gentillesse. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut vous soumettre, qu'il faut faire ce que les autres vous demandent de faire. Non, bien sûr que non. Mais en tout cas, donner aux autres le meilleur de vous-même. Et en quelque sorte être des exemples de bienveillance. Le plus possible, bien sûr. La perfection n'est pas de ce monde. Mais en tout cas, avoir cette démarche qui consiste à apporter le meilleur à soi et aux autres. Et les conséquences donc de cette attitude de bienveillance, c'est par exemple donc de ne pas hésiter donc à féliciter quelqu'un quand quelqu'un nous fait quelque chose d'agréable et le remercier. Donc le remerciement, la gratitude, ce sont des comportements qui font partie de cette bienveillance. D'accord ? Donc, savoir dire un bon mot à quelqu'un en disant « Oh, ton plat a été très agréable, vraiment j'ai bien apprécié. Ou lorsque tu m'as dit cela il y a quelques jours de ça, ça m'a fait bien plaisir, vraiment c'est adorable de m'avoir dit cela. » Voilà, donc avoir donc des paroles de gentillesse, donc d'amour, bien sûr. Hein. L'amour, c'est quoi l'amour ? C'est simplement l'absence de conflit, hein, c'est l'union. C'est-à-dire que quand on est uni avec quelqu'un, on n'est pas obligé d'ailleurs que ce soit une union, disons, comme dans un couple, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément sexuel, c'est simplement une union, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit et les deux êtres en quelque sorte échangent agréablement entre eux, sans pour autant tout échanger, mais en tout cas échangent, pour le peu qu'ils échangent, ils l'échangent agréablement. Et on peut dire que c'est ça la définition de l'amour en quelque sorte, hein, échanger agréablement et se donner mutuellement de belles choses. Voilà. Donc, la reconnaissance, je dirais
remercier, hein, donc montrer à l'autre notre gratitude. C'est quelque chose de très important. Et c'est pas de l'hypocrisie comme certains le pensent. Hein, les gens qui pensent que c'est de l'hypocrisie que de se faire donc des gestes de félicitations, de bienveillance, enfin voilà. Ça fait vraiment un peu, certains diront que ça fait vraiment lèche-botte, ça fait vraiment la personne qui veut vraiment vraiment plus ou moins manipuler l'autre. La manipulation se fait naturellement. Je dirais que tous, autant que nous sommes, nous nous manipulons les uns les autres, qu'on le veuille ou non, mais simplement par notre silence déjà, nous pouvons manipuler les autres. Et puis les autres se manipulent eux-mêmes, hein, ils n'ont pas besoin de nous pour être manipulés. Hein. C'est-à-dire que, non, quand on parle de manipulation au sens négatif, hein, c'est lorsqu'il y a des intentions perfides, lorsque cette manière de se comporter consiste à essayer d'induire l'autre en erreur, de faire en sorte d'abuser de l'autre, de lui faire mal, de le détruire, donc de faire obstacle à ce qu'il voudrait obtenir dans la vie. Voilà. Donc, ça, oui. Mais en fait, la manipulation en elle-même se fait d'elle-même. Nous sommes tous en interaction, nous sommes tous donc en train de nous manipuler, même inconsciemment, sans nous en rendre compte. Je veux dire, c'est pas le mot manipulation qu'on nous devrions utiliser, c'est plutôt le fait d'agir d'une manière nuisible vis-à-vis des autres, que ce soit directement ou d'une manière indirecte par la manipulation, d'accord? Voilà, mais la manipulation en elle-même, en effet, vous avez des actes directs qui peuvent être bienfaisants, comme des actes directs qui peuvent être malfaisants. Vous avez des manipulations qui peuvent être bienfaisantes et manipulations qui peuvent être malfaisantes. Donc voilà, donc il faudrait que de ce côté-là, qu'on arrête de croire que à chaque fois, les gens cherchent à nous manipuler. Bon, bien sûr, ils cherchent peut-être en effet à se sentir bien avec nous, ils cherchent en effet à ce que nous ayons de bonnes relations. Bon, bah oui, d'accord, ils en font des fois un peu trop. Ok, d'accord, et alors? Et alors? Et alors? Est-ce que vraiment, ensuite, ils vont vous nuire? Oui ou non? C'est l'intention qui est importante. Quel est le but? C'est toujours pareil. Quel est le but? Donc, vous voyez, donc déjà, reconnaissance, gratitude, très important. Et surtout quand nous nous trouvons en train donc d'évidence de blesser quelqu'un, quand en effet d'évidence, par nos attitudes volontaires ou involontaires, nous avons perturbé quelqu'un, nous avons nui, malgré nous des fois, hein, par une parole ou par une absence de parole, parce que l'autre attend des choses que nous ignorons, ou peut-être des choses qui sont au-delà de nos possibilités. Bon, donc nous ne sommes pas obligés de faire tout ce que les autres voudraient que l'on fasse pour eux. Hein. Donc, chacun est libre, hein. Bien sûr, il n'est pas question de se sentir obligé de faire plaisir à tout prix aux autres, hein. En tout cas de faire plaisir donc à leurs besoins, donc satisfaire leurs besoins. Si vraiment c'est quelque chose qui nous convient, on le fait. Mais bien sûr, on n'a pas à faire plaisir pour faire plaisir, avant tout, aux autres. Et en plus, des fois, en s'oubliant soi-même. Mais en tout cas, quand, à un moment donné, pour X raison, volontairement ou involontairement, donc l'autre se sent blessé, c'est la moindre des choses, c'est dire je suis désolé, je ne pensais pas t'avoir blessé, mon but n'est pas du tout de te faire du mal, j'ai en effet mes limites, j'ai des besoins, mais bon, non, là je ne peux pas le faire, voilà, peut-être à un autre moment, voilà, mais donc il n'y a pas donc à faire de procès d'intention à quiconque, c'est-à-dire que chacun fait comme il peut, mais en tout cas, si vraiment à un moment donné l'autre se sent maltraité ou en tout cas se sent la moindre des choses c'est de s'excuser même s'ils ne sont pas responsables directement donc de son état, enfin de ses difficultés. Bien sûr, des fois, par nos actes, nous avons des fois donc gêné, perturbé les autres. On peut très bien, même au sein d'un couple, par moment avoir, je sais pas, fait tomber un objet auquel l'autre tenait énormément et qui soit cassé, je sais pas. Bon,
on s'excuse, c'est la moindre des choses. On n'attend pas un jour ou deux pour s'excuser. Donc on s'excuse. Et même, normalement, si vraiment c'est notre propre responsabilité, si vraiment nous avons vraiment nui à l'autre de cette manière-là, en blessant l'autre, le principal, c'est non seulement de s'excuser, mais aussi de réparer. La réparation. Il ne s'agit pas de punir, il ne s'agit pas de rendre les coups, mais simplement de réparer, autant que possible. Bien sûr, on ne peut pas réparer non plus simplement le fait que l'autre veuille que nous satisfaisions certains désirs et que nous ne pouvons pas le faire. Donc ça, on n'a pas à réparer cela. On a à réparer par contre le fait d'avoir induit l'autre en erreur. On doit s'en excuser. On peut aussi s'excuser et réparer le fait d'avoir peut-être détruit un objet sans le vouloir, quelque chose auquel l'autre tenait. Donc voilà, vous voyez. Donc, bon, avant tout, donc c'est le pardon, s'excuser, pardonner aux autres, mais se pardonner aussi, hein, donc s'excuser vis-à-vis de l'autre, demander à l'autre pardon, demander donc à l'autre vraiment que vraiment, notre intention n'était pas donc de nuire en quoi que ce soit. En tout cas, là encore, quand on se trouve dans une situation où, d'évidence, nous avons blessé l'autre, où nous avons... très important de régler le problème avec cette autre personne. Et non pas, je dirais, garder ça pour soi, et puis à un moment donné, rendre le coup, à un moment donné à un autre, d'une manière instinctive, inconsciente, ou d'une manière délibérée, hein, quelques jours plus tard. Hein, ou alors de se plaindre auprès donc d'une tierce personne, donc du mauvais comportement de son compagnon, sa compagne, ou aussi peut-être d'un collègue, ou voilà. Donc, et c'est là où on voit le côté aussi collectif, c'est-à-dire que il est très important de régler les problèmes en direct avec les personnes avec qui on a été confronté. Donc, toujours pareil, gratitude, remerciement et réparation. Hein. Mais si vraiment, d'évidence, les relations ne peuvent pas s'arranger avec la personne en question, d'abord, d'une part, on n'est pas obligé de vivre avec cette personne, d'une part, et si vraiment on a un réel problème donc, de relation avec telle ou telle personne, bien sûr, il y a finalement, je dirais, l'autorité, hein, l'autorité dans l'entreprise, l'autorité aussi au niveau de l'État, de la justice. C'est pour ça que, l'air de rien, ce que je suis en train de vous dire concernant les relations individuelles, collectives, déjà individuelles, c'est-à-dire dans le couple, entre amis ou donc dans l'entreprise, mais elles sont vraies, ces mêmes règles devraient être instituées au niveau de la Constitution française, hein, ce qui n'est pas le cas. Hein. Bien sûr, on parle bien sûr de liberté d'expression, on parle d'un tas de choses qu'on applique en plus, en ce moment, pas du tout, ou presque pas. Bon, mais c'est avant tout, je dirais, la bienveillance. La bienveillance. L'État lui-même devrait donner l'exemple de la bienveillance. Hein, et de savoir s'excuser lorsque, même les médias, lorsque tout d'un coup ils font d'évidence une fake news, d'évidence ils disent quelque chose de faux, ils doivent s'en excuser. Voilà. Toujours le même processus de la preuve, c'est-à-dire qu'une justice qui est basée sur la preuve. Nous verrons dans une prochaine vidéo ce que je pense de la justice et sur la manière dont les choses pourraient se faire au niveau d'une justice meilleure, parce qu'on ne peut pas dire que nous soyons gâtés à ce sujet-là. La corruption dans laquelle se trouve la société actuelle fait que la justice, malheureusement en France, et pas qu'en France, se trouve vraiment un niveau de corruption incroyable. Bon, donc, nous ne nous attendons pas, et bien sûr, de moins en moins de personnes, de Français, attendent de bons résultats de la justice, malheureusement. Alors que l'État, la justice, devrait être tout imprégné donc de la vérité, tout imprégné donc de la preuve. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de dire quelque chose ou d'accuser quelqu'un. Vous voyez, on verra donc dans une prochaine vidéo justement sur la notion de justice, que un témoignage, ça ne peut être qu'un moyen donc de déclencher une enquête, mais pas de condamner quelqu'un. Il suffit simplement que quelques personnes se mettent d'accord pour accuser injustement quelqu'un et pour causer de graves problèmes à cette personne-là. Bon, c'est-à-dire accuser sans preuve, ça, c'est quelque chose de très grave, qui devrait être même sanctionné.
Alors qu'en fait, le témoignage, eh bien, c'est à la discrétion finalement du juge. C'est-à-dire que le juge, en fonction de son intime conviction, qui décide si oui ou non il a les preuves ou il ne les a pas. Donc vous voyez, on est loin d'une véritable justice telle que je l'entends, basée sur la preuve. Nous en parlons dans une prochaine vidéo. Donc vous voyez, même quand quelqu'un commet des exactions, enfin commet des comportements nuisibles, il n'est pas question de se venger, il n'est pas question de punir la personne. Hein. Alors qu'on voit bien que dans cette société dans laquelle nous nous trouvons, les lois ne sont pas appliquées, et finalement la plupart des gens ne sont même pas punis. Bon, mais dans mon système, dans ma manière de voir, il y a une société meilleure, et des relations meilleures entre les êtres humains, il n'est pas question de punition, il est question de réparation. C'est-à-dire qu'on ne va pas spécialement, à moins que la personne soit hyper dangereuse et qu'on ait des preuves de sa dangerosité. Alors bien sûr, il n'est pas question de laisser une personne comme ça en liberté. Mais je suis fondamentalement contre la peine de mort, je suis fondamentalement, évidemment, pour que si quelqu'un doit être condamné, il doit être condamné avec des preuves. Hein. S'il n'y a pas de preuves, eh bien, tant qu'il n'y a pas de preuves, eh bien, la personne doit rester en liberté. Donc, c'est tout un nouveau système de justice qui est à mettre en place. Et je donnerai des explications et des détails dans une prochaine vidéo. En tout cas, je crois avoir dit ce que je pense sur le plan individuel, et déjà, c'est que la notion donc de bienveillance devrait être même inscrite dans la Constitution, et cette manière de se comporter devrait être l'exemple que l'État doit donner et que tous les citoyens doivent avoir. Hein. C'est-à-dire que ça devrait être la base. Voilà. Et nous ne serions pas en train, donc, sur les réseaux sociaux, d'entendre des gens en train donc de faire des menaces de mort et d'avoir des comportements extrêmes au niveau de la violence verbale et au niveau donc des menaces, ainsi de suite. Parce que si dans les réseaux sociaux et à tout un tas de niveaux, d'ailleurs on se trouve avec autant de violence, c'est bien parce que, aussi bien la Constitution que dans notre manière de nous comporter, généralement, eh bien, on est loin de la bienveillance, on est loin de ces règles toutes simples et fondamentales que je viens d'énumérer. Voilà. Mais écoutez, là pour aujourd'hui, je pense en avoir suffisamment dit. Il y a tellement de choses à dire, mais ça sera dans d'autres vidéos. Je ne veux pas pour aujourd'hui en dire plus. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Hein, et tâchez de suivre plus ou moins déjà ces règles. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux dans votre vie de couple, beaucoup mieux dans vos vies avec vos amis et à votre travail. Allez dans ce sens, et vous verrez que les choses iront forcément beaucoup mieux. Forcément beaucoup mieux. Bon courage, et plein de bonnes choses pour vous. À bientôt. Au revoir.